Je m'appelle Luc, j'ai 41 ans et je me tiens au milieu d'une carcasse de bâtiment en ruine. Dans ma main droite, un compteur Gégère crépite sans relâche, sa petite aiguille oscillant nerveusement entre le jaune et le rouge. Ici, tout est contaminé. L'air, les murs, les sols. Même le peu de lumière filtrant à travers les nuages semble empoisonné. Avant, j'étais chauffeur routier. Mon quotidien était fait d'autoroutes interminables, de cafés tièdes et de stations-service bondées. Aujourd'hui, je suis le protecteur d'une petite communauté de 5 personnes. Nous sommes réfugiés dans une ancienne cave à vin, enfouie sous un immeuble écroulé. Cet endroit est notre dernier rempart contre la mort lente que promettent la famine et les radiations. Je revois encore ce jour maudit. Les sirènes ont déchiré le ciel comme un cri animal. Des explosions lumineuses ont balayé l'horizon, projetant des ombres qui dansaient sur les murs. Ça aurait pu être beau, si ce n'était pas si terrible. Dans la panique, j'ai perdu ma femme. Elle était juste derrière moi, tenant notre fils Lucas par la main. Une seconde d'inattention, et elle était partie, happée par la foule. Je n'ai eu que le temps d'attraper Lucas et de courir. Cette image me hante encore. Lucas est tout ce qui me reste. Il a 10 ans, mais dans ce monde, il pourrait aussi bien en avoir 40. Son regard est grave, ses épaules voûtées par un poids invisible. Avec nous, il y a Marie, une ancienne infirmière qui garde toujours un sac de premiers soins à portée de main. Damien, un ado qu'on a trouvé errant près d'une station-service abandonnée. Enfin, les époux Martin, 2 retraités qui parlent peu, mais dont les regards en disent long sur leur lassitude. Nos réserves s'épuisent. Les quelques boîtes de conserve que nous avons récupérées sont presque vides. L'eau que nous filtrons dans des bouteilles de fortune a un goût métallique qui me brûle la gorge. Le compteur Gégère est sans appel, sortir chercher des ressources, c'est risquer une contamination irréversible. Mais rester ici, c'est mourir à petit feu. Lucas me regarde souvent avec des yeux pleins de questions. Je ne sais pas toujours quoi lui répondre. Je suis terrifié à l'idée que mon fils ne survive pas à tout ça. Terrifié à l'idée de faillir à mon rôle de père. Pourtant, je ne peux pas montrer ma peur. Pas à Lucas, pas à Marie, pas à Damien. Ils comptent sur moi. Alors, je fais semblant. Je murmure des phrases comme « on va s'en sortir », même si j'ai du mal à y croire. Marie me supplie de ne pas partir seule. C'est trop dangereux, dit-elle. Damien, lui, veut venir avec moi, mais il est trop jeune, trop imprévisible. Lucas pleure en silence. Les époux Martin, assis dans un coin, ne disent rien. Leur silence est un poids de plus à porter. Quand j'étais enfant, on disait que la guerre nucléaire était une chimère, une peur irrationnelle. Pourtant, mon grand-père, ancien soldat, m'avait prévenu, la vraie guerre, celle qui viendra, sera silencieuse au début, mais elle brisera tout. Je n'avais pas compris à l'époque. Aujourd'hui, ces mots résonnent comme une prophétie funeste. Je sais que je dois partir seul. Une personne, c'est moins de bruit, moins de risques. Avant de partir, j'embrasse Lucas sur le front. Il me serre si fort que j'ai l'impression qu'il veut m'ancrer à lui. Je prends un sac à dos, une lampe torche, un vieux pistolet avec 2 balles, et une carte déchirée. Marie glisse un masque rudimentaire dans mon sac, murmurant un bonne chance. Avant de quitter la cave, je vérifie une dernière fois mon équipement. Je cale une bouteille vide dans une poche latérale, espérant trouver de l'eau potable quelque part. Mon compteur Gégère crépite doucement. Je m'aventure dans les rues dévastées, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans le silence de mort qui règne. Avant de partir, Marie m'attrape par le bras et murmure « Luc, les Martins. Je crois qu'ils cachent des vivres. » Je ressens une montée de frustration, mais je ne montre rien. Nous sommes tous en mode survie, et le partage est devenu une notion floue. Pourtant, cette révélation me trouble. Je leur lance un regard furtif. Madame Martin triture nerveusement le bord de son pull, tandis que son mari fixe le mur avec une expression indéchiffrable. Je n'ai pas le temps de régler ce problème maintenant. On verra ça plus tard, dis-je à Marie avant de m'éclipser. Dès que je sors, l'atmosphère m'écrase. L'air est épais, comme si je respirais à travers un voile de cendres. Mon compteur Gégère s'affole au moindre pas. À chaque intersection, j'ai l'impression que quelque chose ou quelqu'un m'observe. Dans une ruelle, je tombe sur une bande de chiens errants. Leur maigreur est effrayante. Ils me dévisagent, leurs yeux brillants de faim. Je me fige, puis recule lentement jusqu'à être hors de leur vue. Mon cœur tambourine dans ma poitrine. En fouillant les restes d'une épicerie, je tombe sur un carnet mâché et taché. Les pages sont fragiles, mais certaines écritures sont encore lisibles. Refuge situé au nord, dans l'ancienne base militaire. Je ressens un élan d'espoir mêlé de scepticisme. Ce refuge existe-t-il encore? Est-il accessible? Si c'est un mensonge, partir là-bas pourrait être un aller simple vers la mort. Pourtant,
Je ne peux ignorer cette information. Je glisse le carnet dans mon sac et poursuis ma route. Je ne peux m'empêcher de penser à ce refuge. Les autres doivent savoir, mais je dois aussi évaluer si cela vaut la peine d'y aller. En traversant un champ de débris, je réalise que ce genre de décision pourrait bien être une question de vie ou de mort pour nous tous. Un bruit soudain me tire de mes pensées. Une voiture abandonnée glisse lentement le long d'une pente, poussée par le vent. Mon souffle s'accélère, mais ce n'est qu'une fausse alerte. Je reprends mon chemin, la tête pleine de doutes. De retour à la cave, je réunis le groupe. Je leur parle de ce que j'ai trouvé. Le carnet, la mention du refuge, les maigres provisions que j'ai ramenées. Les réactions sont mitigées. Marie est enthousiaste, Damien aussi. Les Martin, eux, restent silencieux. Nous décidons d'attendre 2 jours pour préparer notre départ. Ce temps nous permettra de nous organiser et d'éviter les imprévus. Mais une tension palpable s'installe, et si ce refuge était un mirage? Le soir venu, je partage un moment avec Lucas. Il pose sa tête sur mes genoux pendant que je passe ma main dans ses cheveux sales. « Papa, on va y arriver, hein ?» demande-t-il d'une voix faible. Je réponds sans hésiter, « Oui, mon grand, on va s'en sortir. » Ce moment renforce ma résolution. Peu importe les dangers, je dois tout faire pour protéger mon fils. Pour lui, pour Marie, pour Damien, je ne peux pas abandonner. En triant les provisions, je tombe sur un vieux jouet en plastique. Un petit camion rouge. Mon esprit vagabonde et je revois Lucas jouer dans le jardin, avant la guerre. Les rires, la légèreté de l'époque. Tout ça me semble si loin. Une larme roule sur ma joue, mais je l'essuie rapidement. Pas question de flancher, pas maintenant. Lucas compte sur moi pour rester fort. 2 jours plus tard, nous sommes prêts. Les sacs à dos sont remplis, les armes improvisées à portée de main. Alors que nous nous apprêtons à quitter la cave, un bruit sourd retentit dehors. Une troupe armée passe dans la rue. Ils fouillent les bâtiments, cherchant visiblement des survivants. Nous nous immobilisons, retenant notre souffle. Ces hommes ne sont pas là pour aider. Ils pillent, tuent, prennent tout ce qu'ils veulent. Alors qu'ils s'approchent de notre entrée, je fais signe à tout le monde de se cacher. Lucas tremble, blotti dans un coin. Les Martin semblent paralysés. Je saisis mon couteau, prêt à tout pour protéger les miens. Heureusement, après quelques minutes d'inspection, ils passent leur chemin. Mais cette rencontre nous rappelle que chaque jour ici est un danger mortel. Nous quittons la cave juste avant l'aube, alors que tout est encore calme. Je jette un dernier regard à cet endroit qui a été notre refuge. C'est un au revoir amer, mais nécessaire. Lucas serre ma main si fort que je sens ses ongles dans ma paume. Marie marche à côté, concentrée. Damien suit derrière, une barre de fer à la main, prêt à réagir au moindre danger. Nous marchons en silence, nos pas résonnant dans les rues dévastées. Chaque coin de rue est une menace potentielle. Le compteur Gégère crépite parfois plus fort, nous rappelant que l'invisible peut être tout aussi mortel que ce qui est visible. Nous faisons de notre mieux pour éviter les zones les plus contaminées, mais les options sont limitées. En marchant, je réalise que quelque chose en moi a changé. Il n'y a plus de place pour l'hésitation ou la peur. Chaque décision compte. Chaque erreur peut coûter la vie à Lucas ou à un autre membre du groupe. Lucas, lui aussi, semble avoir grandi trop vite. Il ne se plaint pas, ne pleure pas. Il avance, les yeux rivés devant lui, comme un petit soldat. Je me demande s'il sera jamais capable de retrouver une enfance normale, si nous survivons à tout cela. Mais ce n'est pas le moment de se perdre dans ses pensées. Nous atteignons enfin une zone où nous pouvons faire une pause. C'est une vieille station-service abandonnée, partiellement écroulée. Damien fouille les débris et trouve une boîte de biscuits écrasés mais encore comestibles. Marie distribue les morceaux avec parcimonie, chacun prenant juste ce qu'il faut pour tenir. Les Martin, qui avaient choisi de rester dans la cave, sont dans mes pensées. J'espère qu'ils trouveront un moyen de survivre. Leur absence laisse un vide dans notre groupe, mais je comprends leur choix. Tout le monde n'a pas la force de continuer à fuir. La marche devient notre quotidien. Chaque jour est une lutte pour trouver un peu de nourriture et d'eau, tout en évitant les radiations et les bandes armées qui errent dans les environs. Nous avons établi une sorte de routine. Marie surveille les provisions, Damien explore les environs, et moi, je guide le groupe. Lucas reste à mes côtés, observant tout avec une vigilance surprenante pour un enfant de son âge. Chaque soir, nous cherchons un abri temporaire, un endroit où nous cacher des dangers de la nuit. Un jour, nous tombons sur un panneau ébréché indiquant la direction d'une base militaire. C'est celle mentionnée dans le carnet. L'espoir renaît dans le groupe, mais il est teinté de prudence. Et si ce n'était qu'un piège ? Lucas me regarde, ses yeux pleins d'attente. On va trouver un endroit sûr, dis-je, même si une partie de moi doute encore. Nous décidons de continuer vers cette direction, prêts
prêts à affronter ce qui nous attend. En fin de journée, nous trouvons un abri temporaire dans un vieux hangar. Lucas s'assoit à mes côtés, posant sa petite main sur la mienne. Il ne dit rien, mais son geste en dit long. Je regarde le ciel obscurci par les nuages radioactifs. Peu importe combien de temps cela prendra, on s'en sortira, murmurai-je, plus pour moi que pour lui. Marie et Damien échangent un regard d'approbation. Ensemble, nous reprenons des forces pour ce qui sera une nouvelle journée de survie. L'avenir est incertain, mais une chose est claire, tant que nous sommes ensemble, il reste de l'espoir.